Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres de votre édition du 22h ce soir. Le plan de sortie de crise de Kofi Annan en Syrie sera-t-il appliqué un jour? On peut en douter, tant Bachar al-Assad semble mener la communauté internationale en bateau. Tandis que ce plan de paix devait entrer en vigueur aujourd'hui, la situation sur le terrain est toujours aussi dramatique avec des combats qui font rage encore ce soir. Le Conseil de sécurité des Nations Unies appelle Damas à cesser les combats avant jeudi. Dans la dernière ligne droite, les candidats draguent la banlieue. Après François Hollande, c'est au tour de Nicolas Sarkozy. En visite à Drancy, en Seine-Saint-Denis, le président candidat a ironisé sur le manque d'idées de son rival socialiste, venu, lui, quelques jours plus tôt pour dénoncer les mensonges de Nicolas Sarkozy et appeler la jeunesse à se mobiliser. Mais les candidats passent vite dans les quartiers, trop vite. Nous poserons justement la question à notre invité politique ce soir. Elle est maire de la ville de Montreuil, Dominique Voynet, également porte-parole de la candidate Eva Joly. Et puis ils sont deux pour une seule place. La troisième place de la présidentielle est âprement disputée. Selon notre baromètre IFOP, fiducial pour Europe 1, Public Sénat et Paris Match, le troisième homme est une femme pour le moment. Marine Le Pen est créditée de 16,5% des intentions de vote contre 14% pour Jean-Luc Mélenchon qui ne cesse de grimper. Le duel entre les deux devrait animer les 2 dernières semaines de campagne et réserver son lot de petites phrases assassines. On en parle tout à l'heure avec le chef du service politique de Paris Match, Ludovic Vigogne. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Bachar al-Assad se joue-t-il de la communauté internationale? Tandis que le plan de sortie de crise est entré en vigueur aujourd'hui, l'armée syrienne a continué à bombarder plusieurs villes du pays, faisant craindre à une énième tentative du président syrien de gagner du temps. Ce soir, l'ONU pose un nouvel ultimatum à Damas. On voit tout cela avec Paul Bouffard. Ultimatum dépassé, la communauté internationale change de ton. Depuis la Turquie cet après-midi, l'émissaire Kofi Annan réitère son appel. Je demande à nouveau au gouvernement syrien et aux autres parties syriennes de cesser la violence en accord avec le plan de paix. Et je pense qu'il ne doit pas y avoir de préconditions pour cesser la violence. Ce soir, le Conseil de sécurité de l'ONU soutient la demande du médiateur international Kofi Annan. Cependant, l'ultimatum est repoussé. Les autorités syriennes doivent cesser toute violence avant le jeudi 12 avril à 6h, heure de Damas. Jeu de dupe ou pas, en tout cas, lors d'un déplacement à Moscou, le ministre syrien des Affaires étrangères affirme que Damas commence à appliquer le plan de paix international. Pourtant, sur le terrain, la situation ne prête pas à l'optimisme. Aujourd'hui, selon des ONG, 52 personnes, dont 28 civils, ont péri dans les bombardements en Syrie. Et puis en France, à présent, à 12 jours du premier tour de la présidentielle, ils sont tous en banlieue ou presque. Dans la dernière ligne droite, les candidats mettent les quartiers populaires au centre de leur campagne. C'est le cas de François Hollande qui a effectué vendredi dernier une tournée marathon avec pour objectif de mobiliser la jeunesse de ces quartiers. Et aujourd'hui, c'était au tour de Nicolas Sarkozy en déplacement à Drancy, en Seine-Saint-Denis. Le président candidat a ironisé sur les propositions de son rival socialiste. On l'écoute. Les quartiers, c'est pas du tout ce qu'on en dit. Jamais il y a autant de choses de faites depuis 10 ans pour les quartiers. 45 milliards d'euros d'investissement dans les quartiers. Jamais. On va pas prendre le leçon de la gauche qui a laissé tomber totalement les banlieues et les quartiers dans les années 80. Qui a paupérisé les quartiers. Monsieur Hollande a passé 2 jours dans les quartiers. Quelle est l'idée que vous avez retenue de ce qu'il a dit? Rien. Absolument rien. Pas une idée nouvelle. Rien. Zéro. Vite pas. 2 jours pour pas une idée. Franchement, c'est pas terrible. Et justement, François Hollande, en meeting à Besançon ce soir, a dénoncé les mensonges de Nicolas Sarkozy et sa vision communautaire dans le traitement des banlieues. Elle était sur les terres de Marine Le Pen à Hénin-Beaumont. La candidate Europe Écologie Les Verts, Eva Joly, a qualifié, je cite, de marchande d'illusions la candidate FN. La visite d'Eva Joly au cœur de ce Pas-de-Calais désindustrialisé ne doit rien au hasard. Objectif, contrer le Front National dans l'électorat populaire. On l'écoute. Marine Le Pen a su canaliser la colère sociale et je voudrais dénoncer l'illusion que cela est. Elle fait croire aux habitants de cette ville qu'elle est du peuple, qu'elle représente les intérêts des gens modestes,
des gens qui vivent avec les minima sociaux dans cette ville où le taux de chômage est parmi les plus élevés de France. Et la campagne officielle est lancée. Vous avez sans doute remarqué les affiches qui commencent à apparaître sur les panneaux dans les rues, sur les chaînes publiques. Les clips vont à présent tourner en boucle et vous allez voir que c'est difficile d'être original dans cette figure imposée. Mounir Soussi. Des drapeaux, beaucoup de drapeaux, des usines, des Français et bien sûr le candidat sur un fond uni. Voilà les ingrédients d'un clip de campagne. Une recette reprise par tous les prétendants à l'Elysée pour parler à la France. Chacun essaie d'imprimer son style. Dans cette figure imposée, certains innovent comme Philippe Poutou qui marche bien seul. Le candidat du NPA n'est pas un professionnel de la politique et ça s'entend. Pour dégager Sarkozy sans faire confiance à Hollande. Pour Eva Joly, cette nouvelle phase de la campagne, c'est aussi l'occasion de changer de look. Disparu les lunettes rouges, le vert reprend ses droits chez la candidate écologiste, qui prend sa plume pour écrire une déclaration d'amour à la France. Je m'adresse à toi, toi qui m'as tout donné. C'est un peu la personnalité du responsable politique qui doit ressortir dans cet exercice. Fidèle à sa campagne pédagogique, le candidat du Front de gauche se transforme en professeur Mélenchon pour expliquer comment il augmentera les salaires. À la vue des spots de Marine Le Pen et de Nathalie Arthaud, une impression de déjà-vu surgit. Même fond bleu, même posture que son père pour la candidate du FN. À Lutte ouvrière aussi une filiation se dessine, dans l'attitude et surtout dans le texte. Je m'adresse aux travailleuses et aux travailleurs. Mais la ressemblance la plus troublante nous vient du Parti socialiste, où François Hollande s'est plus qu'inspiré du spot de François Mitterrand en 1988. Une différence de taille, à cette époque, le président socialiste luttait lui pour sa réélection. Et notre question du jour en partenariat avec le Figaro.fr concerne justement ces clips de campagne. La voici. Ces clips, les trouvez-vous ringards? Eh bien oui, majoritairement pour 71% des votants, non pour 15% d'entre vous. Nos invités ce soir, je vous les présente avec plaisir. Invité politique du 22h, Dominique Voynet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, porte-parole d'Eva Joly, maire de la ville de Montreuil, ancienne candidate à l'élection présidentielle. Avec nous également Ludovic Vigone, bonsoir. Chef du service politique de Paris Match, notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Dominique Voynet, je vous voyais regarder ce reportage sur les clips de campagne. Est-ce que vous vous souvenez de votre clip de 2007? Ah oui, ringard, évidemment, comme ceux de 95, comme ceux de 2002. Je me demande ce que pensent les 15% de Français qui ne les trouvent pas ringards, en fait. On va écouter un extrait. Regardez, souvenez-vous. Souvenir. Dominique Voynet, écoutons ce clip de 2007. Depuis le sommet de Rio, nous avons connu les 10 années les plus chaudes de l'humanité. Rappelez-vous la tempête de l'hiver 99, la canicule de l'été 2003, l'ouragan Katrina. Dans 15 ans, que répondrez-vous à vos enfants quand ils vous demanderont « Tu savais? Tu n'as rien fait? Pourquoi ?» On ne fera pas d'écologie sans les écologistes. Finalement, Dominique Voynet, rien n'a changé, non? Finalement, rien n'a changé, on ne fait pas d'écologie du tout, même avec les écologistes, c'est ça la réalité. On va en parler, interview à suivre ensemble. D'abord, Ludovic Vigone, je l'ai dit, chef du service politique de Paris Match. On va commenter et analyser ensemble notre baromètre, IFOP, Fiducial, pour Europe 1, Public Sénat et Paris Match. D'abord, le premier tour. Nicolas Sarkozy, dans le JDD, avait dit sentir monter la vague et pourtant, la dynamique au premier tour semble très faible qu'il a créé. Oui, ça fait un mois qu'il a le même score, 28,5% des suffrages. François Hollande, lui, est à 27%, donc il y a un écart assez faible, 1,5 point. C'est la marge d'erreur qui fait qu'on ne sait pas vraiment qui sera premier. Le 22 avril prochain, est-ce que ce sera Sarkozy, est-ce que ce sera Hollande? Il y a un petit suspense là. Et c'est vrai que les deux candidats ont tous les deux un bon score. C'est un bon score de premier tour. Mais c'est vrai que Sarkozy connaît une petite faiblesse. Là, voilà, il a beaucoup progressé ces dernières semaines. Là, il a du mal à passer à un cap supérieur. Hollande, lui, résiste assez bien. C'est vrai qu'il a un bon score, 27%, voilà, avec des chiffres assez intéressants, notamment par exemple chez les retraités, où il tangente Nicolas Sarkozy, ce qui est plutôt surprenant. Entre les deux favoris, le second tour semble figé dans le marbre. Voilà 6 mois que François Hollande a pris la tête de cette course. Est-ce qu'il y a des frémissements ou est-ce que c'est un statu quo sondagé en tous les cas?
Alors ça bouge un petit peu, hein. Nicolas Sarkozy regagne un point, il y a 15 jours c'était 54-46. C'est vrai qu'à 15 jours du premier tour et à un mois du second tour, l'écart semble vraiment très important, hein. C'est la première fois qu'il y a un tel écart. Ça bouge pas vraiment là non plus, c'est vrai, ça bouge un tout petit peu. On voit qu'il y a des reports de voix au second tour qui se font au profit de Nicolas Sarkozy, notamment chez les électeurs de Marine Le Pen. En revanche, les électeurs centristes, eux, sont vraiment un peu perdus. Là, on voit bien et Nicolas Sarkozy et François Hollande perdent un peu de leur voix pour le second tour. De ce scrutin. Exactement. Il y a aussi la question de la mobilisation, plutôt de l'abstention. Difficile à cerner. Généralement, ce sont les jeunes et les milieux populaires, les quartiers populaires qui boudent le scrutin. Est-ce que les conséquences se feront plus ressentir pour la gauche par rapport à cet électorat s'il y a abstention? Alors, ils se font ressentir pour certains candidats, c'est vrai, hein, qui ont notamment un haut score chez les jeunes, chez les classes populaires. C'est Marine Le Pen, chez Jean-Luc Mélenchon. Ça peut être aussi, par exemple, Nicolas Sarkozy avec les personnes qui ont plus de 70 ans, voilà, qui n'iront pas forcément se déplacer. François Hollande, lui, il a quand même des bataillons d'enseignants, de fonctionnaires qui sont quand même assez mobilisés pour les élections présidentielles. Donc ça peut moins lui nuire qu'aux autres. En tous les cas, François Hollande et Nicolas Sarkozy, qui étaient Dominique Voynet en banlieue, ils sont tous passés pour mobiliser. C'est le cas aussi d'Eva Joly, ça va suffire? Un petit tour et puis ils s'en vont en banlieue? Certains candidats sont sur le terrain depuis des mois et ne parlent pas uniquement des banlieues comme des réservoirs de voix. On a l'impression que les conseillers en communication ont segmenté la population française en autant de cibles, chacun son tour. Un jour les enseignants, le lendemain les professionnels de santé, le surlendemain les cheminots, le jour suivant les jeunes de banlieue. En vérité, les jeunes qui avaient beaucoup voté en 2002, en 2007, se demandent si on ne les a pas promenés, si ça vaut le coup de se déplacer, s'il faut aller voter. On a encore 15 jours pour leur répondre. Mais ils n'attendent pas qu'on leur parle comme à des jeunes de banlieue, qu'on leur parle avec des formules toutes faites. Ils attendent des réponses concrètes sur l'emploi, sur le logement, beaucoup sur le logement. Ils attendent depuis tellement longtemps. Les politiques de gauche et de droite se sont succédés. Pour quel résultat? Les politiques ne se sont pas succédés, comme vous dites. Ça fait 10 ans que la droite est au pouvoir. Elle avait tenu un discours extrêmement radical sur la banlieue, assez guerrier, assez agressif à l'égard de ces jeunes. Ils se sont sentis méprisés, caricaturés, et aujourd'hui ils sont totalement décrochés. Mais vous êtes maire de la ville de Montreuil. Qu'est-ce que le discours écologiste de votre candidate peut bien leur apporter en matière de précarité, de logement? Vous dites que c'est une priorité, de santé. Un exemple concret, d'abord moi je suis un maire bâtisseur, que certains d'ailleurs sur ma gauche caricaturent en bétonneuse. Non, je bâtis, je suis fière de bâtir, mais surtout je bâtis, je réhabilite aussi. À Montreuil, c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on est dans une ville dense, mais la réalité, c'est soit accepter effectivement la densification, soit subir l'étalement urbain, qui est tout à fait inacceptable pour des gens qui n'ont pas de voiture, qui ne peuvent pas aller dans des quartiers qui ne sont pas desservis par les transports en commun. Je disais construire, mais aussi réhabiliter. 40% à peu près des habitations de ma ville doivent être rénovées, doivent être isolées pour permettre de baisser les factures de chauffage et permettre en même temps de limiter les consommations énergétiques. Ce sera effectivement tout à fait essentiel pour un meilleur avenir pour tout le monde. Alors, pour notre interview, Ludovic Vigen, encore une analyse. Il y a un candidat qui trouve un écho justement dans les milieux populaires, c'est Jean-Luc Mélenchon. Mais avec Marine Le Pen, c'est un duel sans merci pour la 3e place. Cette présidentielle, rien n'est acquis. Oui, c'est un peu comme la question de Sarkozy ou de Hollande sera en tête au soir du premier tour. On ne sait pas qui sera le 3e homme. Est-ce que ce sera une 3e femme, Marine Le Pen? Est-ce que ce sera Jean-Luc Mélenchon? Ce sera assez un suspense de cette fin de campagne. Ce qu'il faut noter, c'est que c'est la première fois depuis que ce sondage est fait depuis la mi-janvier que Marine Le Pen gagne des points. Elle avait commencé mi-janvier à 20. La dynamique repart de son côté. Elle repart un peu. Vrai, pendant des mois, des semaines, elle a perdu des points. Là, elle reprend un point. Elle est à 16,5. C'est à mon avis les conséquences des affaires de Toulouse et de Montauban. Jean-Luc Mélenchon, lui, connaît une dynamique spectaculaire. Hein. Il aura gagné 4 points en un mois. Ce mois-ci, il gagne encore 1 point. C'est à l'image de cette campagne assez flamboyante qu'il mène, qui est saluée par tous les Français. On a vraiment le sentiment que c'est le seul qui fait vraiment une campagne dynamique, qui mobilise, qui intéresse, qui séduit. Il vous a séduit un petit peu. Non, mais vous avez comme noté que ça fait juste 10 minutes qu'on est sur le commentaire des sondages sans rien dire du contenu ou des axes prioritaires de chacun des candidats. Qu'est-ce qui intéresse les Français à cette campagne? On dit qu'ils s'intéressent à la campagne présidentielle, mais que la campagne les déçoit. De quoi aimerait-il qu'on parle? Est-ce qu'on a parlé de la construction européenne? Très peu. Est-ce qu'on a parlé des grands débats du monde? Très peu. Est-ce qu'on a parlé effectivement des priorités? Moi, quand je vois des gens sur le terrain dans ma ville... Vous avez une candidate aussi qui se présente à la présidentielle. Bien sûr, mais en même temps, un temps extravagant est consacré à commenter
l'ordre d'arrivée, les dynamiques, etc. Est-ce qu'on a eu des grands débats sur la question du logement, sur la question de la santé, sur la question, par exemple, des richesses nationales qu'on accepterait de consacrer au rattrapage pour les jeunes qui sortent de l'école? Vous nous posez d'école. la question. Non, on les a, Dominique Voynet, tous les soirs sur Public Sénat. Mais est-ce que vous les avez? Est-ce que les candidats les portent? Bien sûr, ces propositions, nous les portons. En ce moment, par exemple, on sait que la situation continue à se dégrader à Fukushima. Ça intéresse qui? On a l'impression que les gens sont lassés. Ok, les écologistes vont encore nous parler du nucléaire. Non, on ne parle pas du nucléaire, on parle de l'avenir énergétique du monde. Est-ce que les différents candidats... Vous expliquez que vous n'arrivez pas à intéresser les Français. C'est une question que vous devez vous poser peut-être. Bien sûr, bien sûr. Alors, quelle réponse vous y apportez? Pourquoi c'est si difficile de parler des contenus de ce que disent chacun des candidats? Ils ne passent pas leur temps seulement à dire des petites phrases les uns sur les autres. Ils ont aussi des options assez fortes à défendre qui permettent de faire la différence. Moi, par exemple, je veux bien admettre qu'il y a une vraie dynamique de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, mais je ne sais pas pour quelle raison il refuserait de prendre des responsabilités alors qu'il sera en situation de changer au sein d'une majorité de gauche, au sein d'un gouvernement de gauche et de mettre en valeur cette troisième place. Entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, les deux candidats. C'est savoir pourquoi il pourrait éventuellement aller au gouvernement et pourquoi il refuse d'y aller. Excusez-moi, mais est-ce qu'il n'a pas envie de prouver que les idées qu'il verse au débat sont à la fois concrètes, praticable et utile. Alors, vous m'emmenez sur ce terrain, je vais vous poser la question. Ce matin, en écoutant donc Madame Joly sur une radio, c'est elle qui a postulé déjà pour un poste de ministre de la Justice auprès de François Hollande. Est-ce que ce n'est pas choquant alors que le premier tour de la présidentielle n'a pas eu lieu? Alors, ce qui est choquant, effectivement, c'est qu'il y a à peu près 250 personnes qui sont en train de faire des ronds de jambes autour du candidat socialiste pour participer à un éventuel gouvernement. Mais ce qui me paraît juste en revanche, c'est de dire nous sommes prêts à prendre nos responsabilités. Nous ne sommes pas des commentateurs extérieurs de la vie politique. Nous ne sommes pas des trublions. Nous sommes conscients du fait que la situation financière de la France est très difficile, que l'Europe est en crise, que des défis très importants nous attendent, et nous souhaitons apporter notre pierre parce que nous sommes prêts, parce que là où nous gérons des villes, des départements, des régions. Est-ce que ce n'est pas indécent d'offrir ces services alors qu'on est encore en pleine campagne présidentielle? Je n'ai pas compris qu'elle offrait ses services. J'ai compris qu'elle affichait assez crânement, assez fièrement une disponibilité, une capacité à prendre des responsabilités, là où certains, après avoir beaucoup prêché, semblent les fuir. C'est un bouc émissaire pour vous, Eva Joly, dans cette campagne? Disons qu'on ne lui parle pas de la même façon qu'à certains autres candidats, ça je l'ai remarqué. Vous vous souvenez de comment on a traité Nicolas Sarkozy? On avait dit un fou, un excité, de Mélenchon, le plus grand des populistes, je me souviens très bien de la façon dont j'ai mené campagne aussi, en 95, en 2002, et je peux vous dire qu'on ne parlait pas du tout de la même façon à François Mitterrand et aux candidats écologistes, à Lionel Jospin et aux candidats écologistes. Moi je constate effectivement que c'est plus facile pour ceux qui incarnent le pouvoir que pour ceux qui posent des questions nouvelles dans la vie politique. Une question nouvelle que je voudrais voir débattue. On est dans une situation financière absolument difficile. Est-ce que vous pensez vraiment que les 3,5 milliards d'euros qu'on consacre à la force de frappe nous ont aidés en quoi que ce soit pour lutter contre le terrorisme à l'intérieur de nos villes? Est-ce qu'ils vont nous aider à répondre à la crise dans le nord du Mali? Est-ce que ça va nous aider à contraindre Bachar el-Assad à cesser de massacrer sa population? Ce sont des questions importantes. Une autre question, je suis sûre qu'elle va vous intéresser, Dominique Voynet. Je sais que vous êtes toujours peut-être infirmière anesthésiste. Oh, voilà, typique. Typique. Je suis une femme, donc je suis infirmière. Écoutez, je l'ai lu. C'est une erreur? Mais c'est typique, bien sûr. Vous êtes médecin? Voilà. Eh bien, écoutez, c'est pas une erreur. Les infirmières, on les respecte aussi, c'est un beau métier. Bien sûr, mais j'ai vécu ça tellement de fois. Vous savez, quand j'étais... Attendez. Excusez-moi, c'est un métier comme un autre. C'est un métier comme un homme qui était infirmier, c'est systématiquement vers l'homme qu'on se dirigeait, parce que forcément, l'homme, c'est le médecin, puis la femme, l'infirmière. Donc, on a aussi des préjugés, des représentations. Oui. Je pense qu'elles ont fonctionné à plein contre Eva Joly. Alors, parlons d'un sujet plus sérieusement, le fond, avec Jean-Louis Gombault. Nous allons parler de la santé, puis ça vous intéresse, Madame le médecin, Monsieur le médecin. Voilà. Nous allons parler des tarifs médicaux, Jean-Louis, et des différences incroyables sur ces tarifs. Alors, c'est une enquête qu'a publiée aujourd'hui le quotidien Le Monde, qui sur le plan global ne nous apprend pas grand-chose parce que l'essentiel était connu. L'intérêt de l'enquête, c'est de nous donner le problème des dépassements d'honoraires, c'est-à-dire les facturations supérieures aux tarifs de la sécurité sociale, ville par ville, comme ça chacun sait à peu près ce qu'il devra payer en plus s'il réside à Paris ou à Nice. Le problème du dépassement de cette enquête est publié le jour même où le gouvernement est assez fier d'avoir fait baisser, ou l'assurance maladie a fait baisser le déficit de l'assurance maladie de 3 milliards d'euros, ce qui est quand même une performance intéressante. Seulement, l'opposition signale que le reste à charge sur les patients ne cesse d'augmenter depuis plusieurs années, donc
que c'est pas trop compliqué, en tout cas c'est moins compliqué de baisser le déficit de l'assurance maladie si les gens payent de plus en plus pour leur propre santé. Et dans ce cadre, vous avez la question effectivement des dépassements d'honoraires qui ne cessent d'augmenter année après année, à peu près 7% sur les 10 dernières années, ce qui fait que globalement pour les médecins qui font des dépassements d'honoraires, les tarifs qu'ils demandent à leurs patients est de l'ordre de 54% supérieur aux tarifs sécurité sociale. D'ailleurs, la sécurité sociale, l'assurance maladie vous dit ça vaut 100 et en réalité ça vaut 150. Le prix c'est 154. Donc le problème est compliqué et se complique de plus en plus parce que les jeunes qui sortent de l'université, qui ont leur diplôme, vont de plus en plus, quand c'est possible, vers le secteur 2, c'est-à-dire le secteur où l'on peut dépasser. Donc au fur et à mesure que les anciens qui sont dans le secteur où on ne peut pas dépasser partent à la retraite, ils sont remplacés par des gens qui, eux, dépassent. Et donc devant nous, on a un problème majeur qui est l'accès aux soins pour les populations les plus pauvres. Avant de donner la parole à Dominique Voynet, Jean-Louis, que proposent les candidats sur ce sujet important? Alors, Madame Voynet signalait juste à l'instant que justement la question de la santé était absente des débats. Elle n'a peut-être pas dit comme ça, mais en tout cas, elle se plaignait du fait qu'on ne parlait pas suffisamment de la santé. Et la santé se trouve devant trois problèmes. Un, l'augmentation de la dépense moyenne. Deux, le problème des déserts médicaux, et trois, cette question que nous venons d'évoquer des dépassements d'honoraires. Et on remarque quand on relit les programmes qu'on est assez timide sur ces questions. Madame Joly, elle, par exemple, propose la suppression des dépassements d'honoraires. Je ne sais pas très bien comment ça pourrait se passer concrètement. Les autres sont plus pour une espèce de contrôle de ces dépassements, mais là aussi, ils ne sont pas très concrets. Le mot est lâché, mais disons, les modalités ne sont pas connues. Un dernier mot quand même pour dire que c'est vrai que le dépassement d'honoraires pose un véritable problème, mais dans un département comme la Seine-Saint-Denis, j'ai regardé ça cet après-midi, 90% des médecins généralistes sont en secteur 1, donc ne dépassent pas, 40% des spécialistes ne dépassent pas, et pourtant la population hésite à se soigner, ce qui montre qu'il y a non seulement un problème de dépassement d'honoraires, mais il y a peut-être d'autres problèmes qui empêchent l'accès aux soins de la masse de la population. Concrète de Dominique Voynet sur ce sujet important. Très concrète. D'abord, le premier choix des jeunes, ce n'est pas de se diriger vers le secteur 2, c'est de se diriger vers d'autres pratiques médicales que le cabinet libéral de ville. La plupart des jeunes cherchent d'autres conditions d'exercice. Les maisons médicales, les centres municipaux de santé, les cabinets de groupe ont un énorme succès parce qu'on travaille autrement, un peu moins, en équipe, dans des bonnes conditions de sécurité. La deuxième chose, c'est effectivement qu'on continue à se concentrer dans les zones qui sont déjà pas mal desservies. Et pas du tout en Seine-Saint-Denis, et pas du tout dans les déserts médicaux du centre de la France. Et moi, je suis favorable à des mesures pas autoritaires, mais assez directives pour permettre effectivement aux jeunes de s'installer de façon plus équilibrée sur le territoire. Pourquoi? Parce que c'est l'État et l'assurance maladie qui paye les études de médecine et qu'il est parfaitement juste de demander un petit peu de retour. Merci beaucoup Dominique Voynet d'avoir été notre invité ce soir. Merci Jean-Louis Gombault et merci Ludovic Vigone. À bientôt pour commenter notre baromètre. Voilà pourquoi on le commente, Madame Voynet, parce que c'est un baromètre Public Sénat, IFOP fiducial pour Europe 1. Et encore, j'avais d'autres questions. La suite du 22h, tout de suite, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, c'est le tour de l'info. Il est préparé par Cécile Sixou. Les salariés de Cernam espéraient être fixés sur leur sort aujourd'hui. Finalement, ils ne le seront que vendredi. Le tribunal de Nanterre a choisi le 13 avril pour dire si oui ou non il accepte l'offre de Géodis, une filiale de la SNCF, pour sauver l'entreprise de transport rapide. Une proposition partielle puisque seulement 826 des 1600 employés seraient repris, pas assez pour les syndicats. Toute la classe politique de droite comme de gauche s'est bougée effectivement pour qu'on ait un dénouement heureux à cette affaire et pour qu'on puisse demain dire que il y a une partie des salariés effectivement qui est repris, qu'on ne va pas vers un fiasco total. Pas de hasard du calendrier pour les syndicats. Si le dossier Cernam a évolué, c'est bien grâce aux élections présidentielles. Anders Behring Breivik n'est pas fou. Ce sont en tout cas les conclusions d'une expertise psychiatrique. À 6 jours de l'ouverture de son procès, où il est accusé d'avoir assassiné 77 personnes à Oslo, le tueur norvégien serait donc pénalement responsable de ses actes. Il pourrait donc finir ses jours en prison plutôt qu'en hôpital psychiatrique, comme le préconisait une première évaluation. L'extrémiste de droite s'est dit content de cette décision.
Rick Santorum jette l'éponge, il se retire de la course à la présidentielle américaine. L'hospitalisation de sa plus jeune fille ce week-end, atteinte d'une maladie rare, l'a poussé à abandonner. Il avait déjà annulé plusieurs événements dans sa campagne en janvier pour les mêmes raisons. En se retirant, il laisse la voie libre à Mitt Romney. Le favori de la campagne des primaires républicaines est désormais assuré d'affronter Barack Obama à l'élection présidentielle. La somme est astronomique, 1 milliard de dollars, et c'est Facebook, l'entreprise de Mark Zuckerberg, qui les dépense. Objectif, mettre la main sur une jeune entreprise, Instagram, qui développe une application mobile gratuite de partage de photos. Un placement qui laisse sans voix les professionnels du secteur. La start-up, jeune de 18 mois et forte de 15 salariés, n'a pas de chiffre d'affaires ni de modèle économique. La suite du 22h est comme chaque soir à présent notre série Route de campagne à la rencontre, vous le savez, des Français et de leurs préoccupations. Nous faisons escale à Aubagne dans les Bouches-du-Rhône aujourd'hui pour ouvrir le dossier de la sécurité dans une ville, vous allez le voir, où les vols avec violence sont en forte progression. Il s'en commet 3 tous les 2 jours. C'est un reportage de Julie Hulin avec Pierre Bon-Joseph. Mais il suffit de lever la tête et les souvenirs de braquage ressurgissent, précis même 4 mois après. Pendant qu'on s'est allongé sous le fauteuil là-bas, ça a commencé à tirer dans les télés, dans le plafond, pendant que la responsable se faisait malmener par un autre avec un pistolet. On a très peur, surtout quand on entend tirer et qu'on est par terre, qu'on ne sait pas sur quoi il tire. Ça a été le moment le plus violent. Aubagne, 50 000 habitants, une ville plutôt tranquille qui a vu l'année passée le nombre d'attaques à main armée augmenter de 24%. L'insécurité, un sujet de préoccupation. Plus loin, rue de la République, même scénario dans cette bijouterie. Il y a eu un coup de feu, heureusement qu'ils avaient des armes non létales, des cartouches dans un fusil à pompe. Mais après, quand on réfléchit bien, on se dit, voilà, tant il aurait une vraie cartouche, il aurait tiré quand même. Et on ne sait pas ce qui aurait pu se passer, De guerre lasse, le propriétaire a déménagé son magasin en centre-ville et a augmenté le nombre de caméras. Le maire, lui, a préféré augmenter les patrouilles de police municipale plutôt que d'installer la vidéosurveillance. Pas suffisant aux yeux de certains. Donc chaque fois qu'on sort un peu, on ferme tout, et même les volets. Avant, on allait partout sans problème. Maintenant, c'est tout. On pense à quel sac on prend, si on le met en bandoulière. En fait, il y a un sentiment, il faut penser à tout. Puis voilà. Dans les allées du marché du mardi matin, un sujet chasse l'autre. Pouvoir d'achat, fin de mois difficile. L'insécurité est reléguée au second plan. Non, mais c'est l'emploi. C'est l'emploi. Enfin, je me sers souvent là parce que c'est un des moins chers. Moi, pour les présidentielles, ce sera le partage des richesses et que tout le monde puisse manger à sa faim. En 2007, Nicolas Sarkozy était arrivé en tête au premier tour dans cette ville communiste. Pas sûr, cette fois-ci, que ce scénario se répète. Les filles, merci beaucoup d'être passées. Bonne semaine et à mardi prochain si Dieu le veut. Ciao, ciao les filles, merci. Et à la suite de ce reportage, nous retrouvons Julie Hulin à Aubagne. Aubagne, Julie, où la réponse locale à l'insécurité fait débat, je crois. Oui, ici, le débat sur l'insécurité finalement se cristallise autour de la vidéosurveillance. D'un côté, les commerçants qui souhaiteraient voir les caméras s'installer dans la ville. De l'autre, le maire qui est radicalement contre pour une question d'éthique. Le maire qui a d'ailleurs refusé de répondre à nos questions. Preuve que le sujet est sensible dans cette région où de nombreuses villes sont équipées en caméras. Alors ici, du coup, les commerçants sont un peu désabusés par rapport à ces agressions qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne sont pas l'œuvre du grand banditisme marseillais, mais celle, comme nous l'expliquait la gérante du bar, de petits malfrats, souvent prêts à tout pour seulement quelques billets. Et Julie, la question des effectifs de la police nationale est également posée. Oui, puisque comme dans de nombreuses villes, ici, le nombre de policiers et de gendarmes a baissé ces dernières années. Du coup, les 20 policiers municipaux sont souvent amenés à répondre à des problèmes auxquels ils ne devraient pas répondre. Et si, dans un sondage paru ce matin dans le Figaro, les Français disent faire plus confiance à Nicolas Sarkozy en matière de sécurité, pourtant le candidat n'a pas prévu de rajouter des effectifs. Il souhaite plus de fermeté, quand François Hollande dit lui vouloir moins de lois et plus de moyens. Mais vous l'aurez compris, ici, ce n'est pas ce thème de la sécurité qui sera important pour les Aubagnais quand il faudra glisser le billet dans l'urne.
Merci beaucoup Julie Hulin, donc en direct depuis Aubagne. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Dans un instant, l'émission Preuve par 3 invité Marine Le Pen. Quant à moi, je vous retrouve demain à 22 h et surtout avec plaisir. Merci. Marine Le Pen est l'invitée de Preuve par 3. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Votre sort dans cette campagne divise les sondeurs et les analystes. Marine Le Pen, en effet, est-ce que vous serez terrassée par Jean-Luc Mélenchon ou bien est-ce que vous sauverez votre 3e position? Les paris sont ouverts. D'ailleurs, vous lancez vous-même un pari aux instituts de sondage. On y reviendra plus tard. Mais il arrive que les chiffres vous mettent en joie, j'imagine. Je veux parler de l'étude CSA indiquant que vous êtes en tête chez les 18-24 ans. Oui. Je l'ai remarqué déjà pendant cette campagne, il y a énormément de jeunes dans nos meetings, beaucoup de contacts par mail. Il y a effectivement incontestablement une vague chez les primo-votants, chez les jeunes. C'est très enthousiasmant ça, parce que être la candidate des jeunes, c'est évidemment aussi être la candidate de l'avenir. Alors ce qui les séduit manifestement, c'est ce que vous dites sur l'immigration notamment, et puis vous l'avez vu, ils vous jugent moins extrémiste que votre père. Ils ont raison? Oui, je crois surtout qu'ils sont parfaitement conscients que le modèle qui nous est imposé depuis 30 ans est un modèle qui nous mène à la ruine. Ils sont attachés à leur identité, ils ont envie à nouveau d'être fiers, d'être français, d'être fiers. Ils se tournent vers vous parce qu'encore une fois, de leur pays. Aussi, ils vous trouvent moins extrémiste que Jean-Marie Le Pen. Oui, c'est pas parce qu'ils ont... Qu'est-ce qu'ils connaissent tellement de Jean-Marie Le Pen? Ceux qui ont 18 ans, vous voyez, ils n'en connaissent peut-être que ce qu'on leur a dit, en l'occurrence de Jean-Marie Le Pen. Mais il y a quelque chose, effectivement, qui se passe. Nous avons des préoccupations communes et ils sont, par ce vote, en train de construire leur avenir. C'est ça qui est vraiment très intéressant. Alors, l'avenir tel que vous le voyez pour la France, vous en parlerez dans un instant avec Samir Tounsi de l'agence France Presse. Et puis Perrine Tarnot de Public Sénat nous rejoindra pour la fin de cette émission. La religion, pas toutes les religions, vous l'avez rappelé, occupe une bonne place dans votre campagne. Je veux parler de l'islamisation de la France que vous dénoncez, Marine Le Pen. Mais c'est l'archevêque de Paris, Monseigneur 23, qui ce week-end estimait que l'on fait une place disproportionnée à vos phrases. Alors ce n'est pas l'excommunication, mais c'est le vœu de silence. Oui, mais il est gentil, Monseigneur 23, qui s'occupe de ses ouailles, et puis moi je vais m'occuper de politique, parce qu'il y a la loi de 1905 qui fait qu'en règle générale, on rend à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc il s'occupe, et il a déjà beaucoup de travail à remplir ces églises. Quant à moi, je continuerai à œuvrer pour le bien du peuple français et à défendre, même si ça lui déplaît, les racines, effectivement, chrétiennes de la France, parce que je pense que c'est ce qui constitue aussi notre ADN, notre identité, la manière dont nous voyons les relations humaines, notre vision de l'homme. Ce qui chagrine le cardinal archevêque de Paris, c'est ce que vous dites donc sur la religion. Et vous vous trompez apparemment d'ennemi, l'islam. C'est une des grandes religions monothéistes. Ce ne sont pas les fanatiques qui disent s'en inspirer. Est-ce que vous vous trompez d'ennemi? Mais qui a dit ça? Qui c'est Monseigneur 23 qui dit ça? Il dit que je me trompe d'ennemi? Il défend en tous les cas le respect dû à toutes les religions. Oui, mais et aux les croyants. gentils, on ne l'a pas attendu, si vous voulez, honnêtement, pour respecter toutes les religions. Moi, je défends la liberté de culte parce que je suis attaché à tous les acquis qui sont ceux de mon pays, mais qui sont aussi des acquis qui viennent de l'histoire. Nous avons eu des guerres de religion dans notre pays, nous avons ça dans notre conscience collective, et parce que nous avons cela dans notre conscience collective, nous sommes très attentifs